Au travers de notre engagement de promotion des valeurs républicaines et de transmission de la mémoire, en partenariat avec l'Éducation nationale, le comité du prix départemental de la Résistance et le Greta du Velay, la section des membres de la Légion d'honneur de Haute-Loire a souhaité, au travers de ce reportage, recueillir le témoignage d'un légionnaire de notre section, Joseph Nonen-Macher, survivant des camps de concentration de Buchenwald et de Dora. Écouter, partager, comprendre. L'adolescent d'hier parle aux adolescents d'aujourd'hui et en s'adressant à eux, sa parole touchera chacun dans son engagement de citoyen afin de perpétuer le devoir de mémoire et que plus jamais d'autres n'aient à souffrir comme lui. Nous avons tous des droits, mais aussi des devoirs, le droit de savoir, le droit de faire savoir, mais aussi le droit de partager. Il a 19 ans. Il n'est pas juif. Il n'est pas résistant. Mais il est alsacien. À la question en allemand d'un gradé SS, tu es dénommé Nommenmacher Joseph, né le 14 août 1924 à Drusenheim, en Alsace. Donc tu fais partie du Grand Reich. Je te propose d'accepter la nationalité allemande. Et tu es libre. Il répond, je suis né français. Je ne veux pas me déshonorer. Je désire rester français. Il entend. Tu en subiras donc les conséquences. Le 16 décembre 1943, il fait encore nuit quand il arrive à Buchenwald, la forêt des hêtres. Monsieur, vous avez été déporté à Buchenwald. Quelle en a été la raison? Étiez-vous résistant? Non, je n'étais pas résistant. J'ai été arrêté comme otage parce que chez nous, il y avait un voisin alsacien qui était mobilisé, qui était réquisitionné pour l'armée allemande, qui a pris la fuite et qui s'est réfugié chez nous à Saint-Léonard. On l'a placé dans la ferme à côté pour travailler. Et le jour qu'on a amené la batteuse chez nous, on a vu les SS qui venaient à travers la montagne. Ils étaient à la recherche de ce fameux Alsacien. Comme ils ne l'ont pas trouvé, on nous a pris comme otages. Donc tous les deux, moi et mes frères, les frères d'Essagne, on a amené la batteuse ce jour-là. On nous a arrêtés, on nous a mis au bord de la route. Le camion est arrivé, on nous a embarqués, on est parti à Limoges à la prison. À la prison de Limoges, on est resté dans une cellule, on était 10-15 dans la cellule. De temps en temps, ils venaient chercher un des gars qui était là-dedans. Il revenait ensanglanté. On a dit, ça y est, qu'est-ce qui va nous arriver? On a été arrêtés, on était tous les trois, on nous a appelés un jour. Les SS qui nous a interrogés étaient même très corrects, puisqu'ils ne pouvaient rien nous reprocher. Seulement, de là, on est parti à Compiègne. Compiègne, c'était le camp de rassemblement avant le départ de partir en Allemagne. On est resté une quinzaine peut-être 10 jours, 15 jours, je ne me rappelle plus très bien. On est parti le 16 décembre. Et, un matin, on nous a donné un bout de saucisson, un bout de pain, puis on a dit, vous restez sur place. On nous a embarqués. On est parti en colonne à pied vers la gare. Les civils n'avaient pas le droit de regarder puis se cacher parce qu'on était entouré de SS, en fait, de soldats qui nous gardaient. On nous a mis dans des wagons, 110 à 5, 110 par wagon, où il y avait marqué 40 hommes. Évidemment, le transport était très dur. On est resté 2 jours complets. On n'avait pas la priorité des transports, donc c'est pour ça qu'on était resté. On nous a enlevé les chaussures pour qu'on ne s'évade pas. À l'arrivée à Buchenwald, on a ouvert les wagons, on nous a fait sauter dans la neige, il y avait une couche de neige comme ça, pieds nus. Les morts, il y avait des commandos de déportés qui venaient faire ramasser les morts, ils les jetaient par terre. Et nous, on est partis au camp
à pied, ça faisait un bon kilomètre. On rentre dans le camp de Buchenwald. La première des choses qu'on a aperçues, il faut d'abord que je vous dise, à l'entrée du camp, il y a marqué « Jedem das Seine », chacun son dû. On a donc rentré dans le camp, on tourne à droite, la première des choses qu'on aperçoit, c'est une montagne de cadavres qui venaient des camps extérieurs, qui étaient rapatriés là pour le crématoire. De là, on nous a embarqués dans une grande salle, on nous a déshabillés, on nous a tout pris. De là, on nous a passés dans une grande salle, c'était les douches. L'eau arrivait chaude et froide après. C'est les capots, c'était des déportés qui s'amusaient à nous envoyer de l'eau froide, de l'eau chaude alternée. Ils s'amusaient. De là, on a eu, après le rasage des poils, on nous a coupé tous les cheveux. De là, on nous a habillés avec les costumes de déportés. Les costumes de déportés, c'était des rayures. On nous a attribué un numéro à chacun. Moi, j'avais 38 730. C'était des étiquettes qui étaient larges comme ça. Il fallait les coudre sur la veste, sur le calot et sur le pantalon. La première des choses qu'on voit, c'était une grande glace. Et on ne s'est pas reconnu, évidemment. On n'avait pas envie de rire. De là, on nous a mis dans un bloc. C'était le bloc d'attente pour être attribué dans un commando. On couchait dans des lits à 3 étages. On était 10 par case. La première journée, on nous a jeté un bout de rutabaga chacun. Et il fallait être utile quand même. Donc tous les jours, on partait à pied, on allait à la carrière. Seulement, comme on n'était pas bien chaussés, il y avait de la neige, on avait je ne sais pas ce que c'était, une semelle de bois avec des lanières dessus. Et on partait à la carrière. Il fallait descendre les escaliers. Il y avait au moins 60-70 marches. Elle était à même le sol. Il fallait descendre chercher un gros caillou, le mettre sur l'épaule et remonter avec le caillou. Tout à fait en haut, il y avait un capot qui contrôlait. Si le caillou ne lui plaisait pas, il le jetait par terre. Il fallait redescendre sous les coups des capots qui étaient entre-temps et rechercher un autre caillou. C'était un travail qu'on faisait en tant que dans la quarantaine, au moins 2 fois par jour. La colonne, on était 200-300 gars à faire ça, donc ça mettait du temps. On amenait le caillou à l'intérieur du camp, on le jetait par terre. Je ne sais pas à quoi il servait. Voilà. On entend souvent dire que dans les trains qui conduisaient les déportés à Buchenwald ou ailleurs, les conditions de transport étaient atroces. Pouvez-vous préciser cela? Pour vous dire, on était chargé à Compiègne dans des wagons à 100-110 par wagon. Il y avait marqué 40 hommes, 5 chevaux. Vous imaginez, on pouvait on ne pouvait pas se coucher évidemment, on se tenait debout. Dans un coin, il y avait les tinettes qui servaient pour les besoins. Ça débordait de temps en temps, évidemment. Le transport, ça durait 48 heures, enfin 2 jours et 2 nuits. À l'intérieur, il y a des gars qui sont devenus fous. Il y a des gars qui les ont assommés pour qu'ils restent tranquilles. On est arrivé après 2 jours et 2 nuits de transport à la gare, enfin, si on appelle ça une gare, à Buchenwald, pour vous dire en allemand. Là, c'était le premier train qui arrivait sur la voie qui était à même la terre où j'ai travaillé par la suite. On nous a débarqués, il y avait une couche de neige. Pour vous dire, on nous avait enlevé
les chaussures pour qu'on puisse pas fuir. On a sauté dans la neige pieds nus. Les morts, on les jetait par terre. Il y avait des commandos de déportés qu'on voyait la première fois, qui étaient en costume rayé, qui ramassaient les morts. Et nous, on partait pieds nus dans la neige jusqu'au camp Buchenwald, à Buchenwald. Buchenwald, ça veut dire forêt de hêtres. L'entrée du camp, il y avait marqué Jedem das Seine, chacun son dû. Ça voulait tout dire. On rentre dans le camp, on tourne à droite. La première des choses qu'on aperçoit, c'est une montagne de cadavres qui venaient des camps extérieurs. Évidemment, ils étaient tous déshabillés, ils tendaient les bras, ils étaient gelés. La clôture était très belle parce qu'elle était couverte de givre. On passe devant cette montagne de cadavres, c'était la réception. On passe donc dans un grand bâtiment. On nous dit tous, déshabillez-vous. On a été obligé de tout abandonner. Là, on nous a fait passer dans une douche, tout en commun. On était 1000 personnes. Et les gars qui nous faisaient arriver l'eau, ils s'amusaient de temps en temps. L'eau bien froide et aussitôt l'eau presque bouillante. Enfin, je ne sais pas quel degré elle avait, mais pour nous, elle était bouillante pour nous. Donc on a passé la douche. Après la douche, on nous a coupé les cheveux, tous les poils, évidemment. Et là, après le costume. Le costume, c'est les costumes rayés que vous avez sûrement vu. Casquette, pantalon et veste. Et un numéro. Moi, j'avais le numéro 38 730 affiché là, à la casquette et au pantalon. La première chose qu'on a vue, il y avait une grande glace pour bien nous faire voir que nous n'étions plus rien, mais simplement un déporté. Évidemment, quand on s'est regardé dans la classe, on ne se reconnaissait pas. Après, on est parti dans un bloc. Un bloc, c'est les bâtiments en bois. On rentrait là-dedans. Il y avait les lits à 3 étages, 10 par compartiment. On est resté, c'est la quarantaine. La quarantaine, ça pouvait durer 8 jours, 10 jours, ça dépendait. Et là, comme il fallait quand même être utile à quelque chose, on descendait tous les jours à la carrière. À Buchenwald, il y avait une carrière pour exploiter les pierres, soi-disant pour les routes ou pour la construction. J'ai passé une journée là-dedans à tirer les wagons chargés de gros cailloux qui étaient destinés à la taille. Il fallait les tirer vers la montagne. On était 16 bonhommes. Il y avait le capot qui avait le fouet comme pour les chevaux. On a monté le wagon jusqu'en haut. On le vidait, on redescendait. J'ai fait ça toute une journée à Buchenwald parce que je ne voulais pas aller ce jour-là, aller au chantier. Je voulais jouer au malin. On était 5 bonhommes, oui. Mes 2 copains de déportés et 2 autres. Et moi, comme je parlais l'allemand, je me suis mis sur le bord et j'ai dit 1, 2, 1, 2, et marché au pas. Seulement, on ne connaissait pas du tout l'organisation du camp. Arrivé en bordure de la place d'appel, il y avait les Lagerschutz. Les Lagerschutz, c'était une police intérieure du camp qui était là pour la discipline. Et ils étaient habillés de manteaux noirs. Ils nous disent, ah, qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, on rentre au bloc, on n'a pas de commando. Ah bon, attendez là. Eh bien, on a attendu un petit moment. Et là, on nous a amené à la carrière, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et j'ai passé une journée à tirer les wagons comme punition.
Le lendemain, j'étais bien content de reprendre mon commando, qui ont bien voulu me reprendre. Et là, là, je travaillais sur la voie ferrée qui venait de Weimar au camp. Elle était apposée à même le sol. Pour vous expliquer, il fallait donc creuser la terre qui était gelée. Il fallait mettre du ballast, c'est-à-dire les gros cailloux que vous connaissez sur les voies ferrées. Il fallait les stabiliser avec des grosses pioches avec une grosse tête. C'était mon travail que je faisais pendant l'hiver 43-44 jusqu'au mois de janvier-février. Ok. Dans le camp, comment se passait une journée à peu près normale pour vous? Pourriez-vous nous raconter quelques anecdotes extraordinaires vécues par vous ou dont vous avez été le témoin à Buchenwald? Le travail que je faisais à Buchenwald, je vous l'ai expliqué, je travaillais sur la voie ferrée. Le travail, on partait, d'abord, il faut que je vous dise, on se levait tous les matins à 4 heures. À 4 heures, on nous distribuait le pain, c'est-à-dire on avait une brique de pain qui était longue comme ça, coupée en trois morceaux. On avait une ration de margarine qui représentait la valeur d'un doigt, c'est-à-dire vous avez des paquets de 500 grammes coupés en 20 morceaux. Ils avaient une grille qu'ils appliquaient dessus et ça vous donnait à peu près la valeur de ça. Avec ça, on avait une rondelle de saucisson qui était épaisse 3-4 mm et c'était la ration pour la journée. Avec ça, on partait au travail, c'est-à-dire le réveil à 4 heures, 5 heures l'appel sur la place. L'appel ne durait qu'1 heure parce qu'il fallait travailler. À 6 heures, on partait, on se rassemblait par commando pour aller travailler. Quand j'étais à Dora, j'étais le commando, je ne me rappelle plus très bien, mais enfin peu importe. Je travaillais sur la voie ferrée qui venait du camp. Alors, il me perturbe. Oui, Tu as 6 heures le matin. Tu as 6 heures le matin. Ah oui, bon. À Buchenwald, enfin, on se levait tous les matins à 4 heures, comme je l'ai dit. 5 heures appel. 6 heures, on partait au travail avec les rations de pain. À midi, on avait une demi-heure de repos pour manger le pain si on l'avait gardé, mais on le mangeait le matin pour ne pas être volé. Donc, on passait la journée à travailler le ventre creux. On rentrait le soir. À 6 heures, le travail était terminé. On rentrait donc au camp par commando. Après, on se regroupait par bloc, c'est-à-dire par logement. Et là, il y avait l'appel. L'appel durait au minimum 1 h 30. Souvent, il y avait des gars qui étaient morts, ils ne les trouvaient pas. Ça pouvait durer 2 h 30, 3 heures. À Noël, je me rappelle, Noël 44, oui. On nous a fait rester sur place jusqu'à minuit. Il faisait moins 10, moins 12. Et à minuit, on nous a fait passer les chansons Douce Nuit, Sainte Nuit. En allemand, c'est à peu près la même chose. Les paroles sont les mêmes, l'hymne pareil. Et on a resté 1 heure à écouter les chansons de Noël. Et après, on a pu se coucher, mais on s'est relevé de nouveau à 4 heures pour aller au travail. Voilà. Comment arriviez-vous à survivre avec le manque total de nourriture? Attends que je lise. À quoi vous raccrochiez-vous? Y avait-il des soutiens? Des amitiés entre déportés? Un peu plus fort, Comment arriviez-vous à survivre avec le manque total de nourriture? Ah, écoutez, on n'avait pas le choix. On nous donnait les rations. On vivait avec ce qu'on nous donnait, évidemment.
on perdait nos forces. Il fallait travailler quand même, malgré tout. Je me rappelle, je voyais des gars, ils appelaient ça je me rappelle plus, enfin bon, les gars qui devenaient complètement dingues. Ils arrivaient vers la fin de vie, ils se promenaient dans les camps avec une couverture sur le dos. C'était les musulmans, on les appelait. Et le gars, il se promenait dans le camp, puis il finissait mort avant d'aller pour aller au crématoire. À Dora, pour vous dire, il n'y avait pas de crématoire. À Buchenwald, il y avait un crématoire. Après, j'arrive à Dora. À Buchenwald, il y avait un crématoire central. Et tous les commandos extérieurs ramenaient les morts vers Buchenwald. Ils étaient brûlés à Buchenwald. Voilà. Y avait-il des soutiens, des amitiés entre déportés? Il y avait des soutiens. Y avait-il des soutiens, des amitiés entre déportés? L'amitié était très limitée parce que chacun vivait pour soi. On n'avait rien à donner ni à l'un ni à l'autre. Je me rappelle quand tout à fait au début que j'étais à Buchenwald, j'avais reçu un colis de ma famille. Le soir, on était à table avec mes deux copains. On avait d'abord pris quelque chose dans le colis. On l'avait mis sur la table. Il y avait des Russes qui avaient la combine. Ils venaient de derrière, d'un côté, et d'autres de l'autre côté de la table. Ils se mettaient à nous bousculer. Et comme on réagissait pour nous défendre, pendant ce temps, l'équipe en face venait ramasser le colis et on n'a rien mangé. Voilà, le colis a disparu. Dora, parlez-nous de vos occupations dans ce petit camp qui a la réputation d'être un camp difficile et cruel. Oui, Dora, c'était une succursale de Buchenwald tout à fait au début. Il est devenu un camp mère vu son importance qu'il a pris par la suite. Dora était tout à fait au début, c'était pour la construction des fameuses V1 et parce que ça se fabriquait dans le nord de l'Allemagne. Ils ont toujours été bombardés par les Anglais. Donc ils ont trouvé le système, enterré l'usine dans des tunnels. Et Dora était au début de la construction des tunnels quand je suis arrivé. J'ai passé 2 nuits à l'intérieur du tunnel pour dormir, parce que l'extérieur, il n'y avait pratiquement rien. Il y avait 1 ou 2 blocs, il y avait la cuisine. Et j'ai passé donc 2 nuits devant l'entrée du couchage. Il y avait une montagne de morts. Les morts, évidemment, ils étaient à poil. C'était pour le crématoire. Ils repartaient sur Buchenwald. Et il y a des malins qui voulaient dormir. Ils se couchaient avec les morts pour dormir. Mais les SS se sont aperçus. Et de temps en temps, ils passaient avec le revolver. Ils tiraient dans les têtes. J'ai passé donc 2 nuits dans le tunnel. Et comme je faisais partie du commando Kreisprobüssing, on m'a expédié à l'extérieur dans le commando pour construire la voie ferrée, la gare. La gare, à l'époque, il y avait pratiquement rien, il y avait juste une voie pour recevoir quelques marchandises. Donc il fallait faire des voies de réception pour les wagons et expédier les matériels qui se fabriquaient à Dora. À Dora, on fabriquait les fameuses bombes, les V1, les V2. C'était des bombes, je me rappelle les avoir vues chargées. Il fallait 3 wagons, des plateformes, pour en charger 2. C'est pour vous donner la dimension. Les deux fusées se rencontraient dans le wagon du milieu, tellement elles étaient longues. Et elles partaient dans le nord pour être chargées de matériel pour l'explosion et pour voler, quoi. Et c'était des fusées qui partaient sur l'Angleterre. Voilà.
Voilà. Saison. Oui, un dimanche, ça arrive assez souvent, mais surtout à l'intérieur du tunnel. Un dimanche après-midi, on nous a fait, après l'appel, on nous a dit restez sur place. Je faisais partie du commando Kleist Propulsing à l'époque. C'était un commando disciplinaire. Il y a le SS qui dit au capot sortez les 5 plus jeunes. Évidemment, j'en faisais partie. On sort du rang et puis on voit comment on appelle ça, le machin pour pendre les gars qui arrivent avec 5 cordes. Je dis ça y est, c'est pour nous. Et puis j'entends le SS qui dit vous leur donnerez les rations. Donc on nous a donné les rations de pain des gars qui ont été pendus. Les gars qui sont arrivés pour être pendus, ils avaient les mains dans le dos, bien attachées, un garrot dans la bouche pour ne pas crier. On les a fait monter sur un banc. On leur a passé la corde au cou. Et puis il y avait la traduction, la condamnation à mort. Pour quelle raison ils vont être pendus. Il fallait le dire en allemand, en russe, en polonais, en tchèque, etc., dans toutes les langues. Ça pouvait durer 20 minutes, peut-être même plus. Et après, quand les gars étaient prêts pour être pendus, il y a le capot qui se mettait derrière, il donnait un coup de pied au banc, le banc tombait et les gars tombaient dans la corde. Le vis des capots, il mettait la corde dans la nuque. C'est cruel ce que je vais vous dire. Quand on met la corde dans le cou, le gars, il s'étrangle, vous voyez? Il ne se tue pas instantané. La pendaison, pour être rapide, on lui passe la corde sur le côté. En tombant, le gars, il se casse la nuque, c'est mort instantané. Et les capots, pour rigoler, pour s'amuser, pour ainsi dire, ils passaient la corde derrière et on voyait les gars qui gigotaient, pas longtemps, mais enfin, ils gigotaient pendant un petit moment. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire en plus sur... Ah oui, j'ai connu au début de l'année 41, au mois de janvier, il y a un transport qui est arrivé de Français qui avait le numéro 40 000 et je partageais le lit avec un monsieur, un déporté. Il était d'un certain âge et bon, on a très bien familiarisé. Et puis il m'a expliqué. Il a été arrêté parce que son fils, il devait partir en Allemagne, il était de la classe 42. Comme il n'est pas parti, il était parti au maquis. On a arrêté le père. Et le père avait déjà un certain âge. C'était pour moi, c'était un vieux. Et je partageais le lit avec lui pendant presque une année. La chance a voulu qu'il revienne après la guerre. Vous voyez, il a survécu. Moi, j'ai survécu. On s'est rencontrés, je ne sais pas combien de fois. Il est même venu chez moi. Excusez-moi. Il est même venu chez moi au Puy. Il a passé quelques jours avec moi, avec sa femme. J'ai été visiter plusieurs fois la ferme où il vivait. Je suis encore en relation avec son petit-fils. Son petit-fils, il a une 60aine d'années, alors vous voyez, il n'est pas tout jeune. Mais on est toujours en très bonne relation. Et chose curieuse, il a la date de naissance juste la veille de moi. Vers la fin de la guerre, des moments très douloureux appelés les marches de la mort ont eu lieu. Comment avez-vous vécu cela? La marche de la mort, je l'ai fait pendant. C'est-à-dire à la fin de la guerre, j'étais vers... je ne me rappelle plus exactement. J'étais transféré dans un autre petit camp, peu de temps avant la fin de la guerre,
pendant 3-4 mois. Et là, il fallait travailler dans une ancienne brasserie, installer une usine. Et comme je parlais l'allemand, on m'a mis avec le gars qui a installé le chauffage, avec mon ami Lerat, et on aidait à tout souder les tuyaux, etc. Et comme c'était une brasserie, on trouvait de l'orge. Et à midi, pendant que le Meister était parti déjeuner, on a trouvé des boîtes de conserve comme on a pu. On a mis de l'orge dedans avec le chalumeau, on faisait cuire pendant son absence. Je suis donc resté un certain temps. Et là, ça a été pendant 2-3 mois. Le 5 avril, c'était le jour de Pâques, je me rappelle. C'est là qu'on est parti sur les routes. Voilà, c'est là, je m'arrête là. La suite. Votre libération, comment s'est-elle passée? La libération, la marche de la mort a duré 5 semaines pour moi. On est parti à pied, comme je vous ai expliqué. Comme je vous ai expliqué, on est parti à pied du camp, de là où j'étais, dans ce petit camp. Le premier jour, je marchais tout à fait à la fin de la colonne. À côté de moi, il y avait un Tchèque. On parlait en allemand tous les deux. Et à un moment, il me dit, je ne peux plus suivre. Alors je lui dis, mais quand même, efforce-toi un petit peu. Il dit, non, non, je ne veux plus. Il se tourne vers le SS. Il lui dit en allemand, je ne peux plus marcher. L'allemand, le SS, sort le pistolet. L'autre, il lui dit, un petit moment, il s'est mis à genoux. Peut-être qu'il a fait une prière. Et puis il lui dit, maintenant vous pouvez tirer. Et le gars lui envoie une balle dans le crâne. Il est tombé à côté de moi. Et à partir de ce jour, j'ai toujours été en tête de la colonne parce que tous les traînards subissaient le même sort. Après, Et ensuite, comment avez-vous vécu votre retour chez vous? Quelles ont été les attitudes de vos parents et de vos frères à votre égard? quand je suis revenu, j'ai été libéré. Je ne me rappelle plus exactement la date, mais c'était, je crois, le 8 mai. Oui, le 8 mai, on était en Tchécoslovaquie, dans des trains. On est resté pendant 8 jours dans un train sans nourriture. Je me rappelle avoir mangé des limaces. Le 8 mai au matin, le train est parti. On s'est retrouvé dans une gare. Dans la gare, on descend. Les gens qui étaient à table en train de manger, quand ils nous ont vus, ils se sont déguerpis. On est rentré, on a bouffé tout ce qu'on a pu. Et c'est là qu'on a eu la chance parce que non loin de là, il y avait un Oflag. Que je vous explique, l'Oflag, c'est un camp d'officiers français. Il y avait un Stalag aussi à côté. Le Stalag, c'était les soldats. Les soldats travaillaient. Les officiers ne travaillaient pas. La chance qu'on a eue, c'est qu'ils nous ont récupérés. Ils nous ont amenés au bord d'une rivière. C'est la première fois depuis 1 an et demi qu'on a pu se laver. On a donc fait tomber tous nos guenilles. Ils nous ont trouvé des vêtements plus ou moins militaires ou civils. Moi, je me rappelle, j'avais une casquette de militaire. Je me rappelle les vêtements, je ne me rappelle plus. Et ils nous ont donné des toiles de tente. Et on a pu vivre dans une toile de tente pendant quelques jours. Au bord d'une rivière, se laver, c'était le bonheur complet. Là, je me rappelle, il y avait l'armée allemande qui se rendait d'un côté ou de l'autre. On les désarmait. Je me rappelle toujours, on avait des pistolets plus lourds que nous.
on pouvait à peine les traîner. C'est là que j'avais récupéré des montres, j'en avais jusque-là. J'avais une paire de jumelles que j'ai encore à la maison, avec le machin SS dessus. Et quand on se logeait là, il y avait un camion de jeunes soldats allemands qui passaient. Oh, c'était tous des gamins encore, de 17-18 ans. Comme on était en camping, pour ainsi dire, on les a fait descendre des camions. Et pour comme punition, on leur a fait ramasser tous les tas qui traînaient par terre. On leur a fait mettre dans la poche. C'était une punition qui était un peu pas bien méchante par rapport à ce qu'ils nous ont fait subir. Voilà. Avez-vous mis longtemps à retrouver une vie normale après votre retour de captivité? Quand j'ai été libéré, le 8 mai. Le 8 mai, on a été transféré, donc on a passé par la Suisse. En Suisse, on nous a gâtés, on nous a donné des chocolats, des trucs qu'on n'avait plus vus depuis longtemps. J'avais un petit colis. On a traversé la Suisse. C'était les soldats, les Américains qui nous transportaient. De là, on est parti à Mulhouse. À Mulhouse, c'était le centre de rapatriement et de démobilisation, si vous voulez. Là, on nous a fait déshabiller complètement. Évidemment, on n'était pas bien gros. Et là, on nous a fait lever les bras et on n'a pas compris pour quelle raison. On me l'a expliqué après. Parce que les SS étaient tatoués sous les bras. Et il y avait des SS qui essayaient de se faufiler parmi nous pour sauver leur peau. Et il y en a qui ont été pris. Et pour ça qu'on nous a fait lever les bras pour voir si on n'était pas SS. Voilà. Alors maigre comme on était, on ne risquait pas de l'être. Bon, enfin. De là à Mulhouse, à Mulhouse, on nous a donné des vêtements Pétain. Vêtements Pétain, c'était des vêtements de luxe, pour ainsi dire, à l'époque. On est resté quelques jours. Et là, transfert à Paris, par le chemin de fer, oui. À Paris, on a couché dans l'hôtel Lutetia. Vous avez entendu parler. L'hôtel Lutetia était l'hôtel qui était récupéré mobilisé par les Allemands. C'était un hôtel de luxe. Et on était donc hébergé là-dedans. Mon lit était sur les marches en marbre. Je couchais là-dessus pendant 2-3 nuits. Et je vous dis que j'ai très bien dormi. Parce que j'avais un copain, on lui a donné un lit. Il n'a pas pu coucher parce que c'était trop doux. Il a préféré coucher par terre. Voilà. Les déportés disent qu'ils préfèrent ne pas en parler. Et vous, qu'en est-il, puisque vous passez dans les établissements scolaires pour raconter votre mésaventure? Il a fallu, quand je suis rentré à la maison, je me rappelle, j'avais un petit colis de tout ce qu'on m'avait donné. Quand je suis arrivé à la gare de Saint-Léonard, c'était mon lieu de rentrée, il y avait mon frère qui était là, mon frère Laurent. Il se précipitait pour me décharger de mon colis. Mais je ne lui ai pas donné parce que j'avais peur qu'il me le vole. Je suis rentré à la maison et dans la chambre où je couchais, il y avait un petit placard dans le mur. J'ai enfermé mes trésors là-dedans et pendant 8-10 jours, je voulais voir personne. Ma mère n'était pas là à l'époque parce qu'elle était repartie en Alsace pour récupérer la maison. Et je voulais voir personne, surtout pour garder mon trésor. Tous les matins, je descendais. Le plaisir, c'est d'aller me laver. On avait dans la ferme, il y avait un bassin et je partais et je me déshabillais complètement. Je n'avais pas honte de le faire.
Je me déshabillais complètement pour me laver au bord de mon bassin. C'était peut-être pas bien vu par la famille, mais enfin, ils me disaient rien. Ils me laissaient faire. Je suis donc resté enfermé dans la chambre, garder mon trésor. Je voulais voir personne. Petit à petit, quand même, je suis revenu à la vie normale. Ça a duré 15 jours au moins. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous anime pour oser en parler avec presque un certain détachement? Ben, grâce à monsieur que vous connaissez, c'est lui qui m'a fait venir un jour, m'a demandé de venir parler de la déportation parce que pendant longtemps, j'en ai pas parlé. Je me suis marié, ma femme l'a su peut-être 30 ans après que j'étais marié, parce qu'elle se posait la question pourquoi j'étais convoqué à Clermont. Il a fallu bien que je lui explique pourquoi, parce que j'avais été déporté, j'avais des visites médicales à passer. Il a pas fallu que je lui explique pourquoi j'y allais. Et c'est comme ça qu'elle a su 30 ans après que j'étais déporté. Oui, la vie à la maison, je n'en parlais à personne. Ma femme l'a su, mais je ne lui en parlais pas. Elle a su que j'étais déporté, c'est tout. Mais je ne parlais pas de ce que j'ai vécu. Il a fallu que M. Calmel, que vous connaissez, il me récupère un jour. Et c'est grâce à lui que je me suis un peu ouvert à nouveau pour parler de la déportation. Voilà. Merci beaucoup. C'est tout. C'est fini.